Aujourd'hui, c'est 52% des gestionnaires de fonds français qui assurent intégrer une dimension ESG au sein de leurs analyses. Évidemment, certains le font avec plus de rigueur que d'autres et seulement l'avenir nous dira si on peut allier performance et responsabilité ESG au sein d'un portefeuille. Mais à mon humble avis, même un investisseur particulier n'aura pas de mal à comprendre qu'une entreprise qui décide d'ignorer complètement ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, eh bien elle va droit dans le mur, elle sera pénalisée à tous les niveaux. Que ce soit pour recruter des nouveaux talents, optimiser son coût de la dette, lever des capitaux sur les marchés, on comprend que désormais une entreprise qui ne prend pas en compte ces critères ESG, elle prend tout simplement un gros risque. Et l'investisseur particulier qui lui investit dans cette entreprise prend un risque aussi. Salut à tous les investisseurs sans cravate, on se retrouve donc dans cette vidéo pour parler des critères ESG, pour essayer de comprendre à quel point ces critères peuvent impacter la performance future d'une entreprise et dans quelle dimension il faut justement intégrer ce critère au sein de votre analyse fondamentale. Cependant, avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Sans Cravate, à nous rejoindre sur notre channel Discord et puis à vous inscrire à notre newsletter directement depuis le site sanscravate.fr pour recevoir gratuitement les 180 premières pages du livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. En 2020, alors que la majorité des acteurs financiers se concentraient sur la crise Covid, et c'est vrai qu'il y avait quand même de quoi faire, une entreprise a quant à elle réussi à bouleverser les codes de la finance traditionnelle. Il s'agit de Danone qui pour la première fois a publié au sein de ses rapports annuels un nouvel indicateur qui prend en compte une dimension justement environnementale. Il s'agit du bénéfice net par action ajusté du coût carbone. C'est un petit pas en avant pour la finance moderne, mais c'est un pas de géant pour les indicateurs extra-financiers qui, depuis l'apparition aussi des critères ESG, prennent de plus en plus de place dans les modèles de prévision des analystes financiers. Sur cet exercice, Danone a estimé son empreinte carbone à environ 27,2 millions de tonnes et si on prend un coût de 35 € la tonne carbone, eh bien ça représente une charge fictive d'environ 952 millions d'euros. Il faut quand même avoir des sacrées couilles pour ajouter une charge fictive de 952 millions d'euros au sein de son compte de résultats, mais tout est fait stratégiquement finalement, rien n'est fait au hasard, rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir que Danone, ils ont quand même une avance considérable dans la prise en compte de cette dimension environnementale au sein du fonctionnement de leur groupe et ils savent que par la suite, la croissance de leur BNPA ajusté du coût du carbone sera plus importante que la croissance de son BNPA classique. Et donc, en imposant quelque part ce nouvel indicateur dans les normes financières, eh bien, ils vont prendre de l'avance sur leurs concurrents ou en tout cas assumer leur avance au sein de leur compte de résultats. Et puis, qui sait, peut-être que dans le futur, cette charge fictive deviendra bel et bien réelle. Évidemment, on l'a remarqué, ces dernières années, les préoccupations écologiques, durables et aussi sociales ont pris énormément d'ampleur et sont sur le devant de la scène. Justement, d'après le cabinet de statistiques Harris pour Réseau Action Climat, eh bien c'est 85% des Français quand même qui se sentent concernés par ces préoccupations-là. Par le réchauffement climatique, par la biodiversité, par la pollution de manière générale, par le gaspillage alimentaire, etc., etc. Et à mon avis, au sein d'une entreprise, il faut vraiment être fou pour ne pas accueillir cette mutation des préoccupations, justement. Et pour parler du critère social, par exemple, on le sait, le bien-être au travail est un critère extra-financier qui doit être pris aussi dans l'analyse d'une entreprise. Tout simplement parce que ça fait longtemps que les gens ont digéré le fait qu'un employé qui était heureux était un employé qui était performant. Je vais maintenant appuyer sur le Vernimène pour vous donner des exemples concrets qui vont vous permettre de mesurer l'accélération de la prise de conscience de ces préoccupations-là au sein de la finance. Pour commencer, sachez que le plus grand fonds souverain d'investissement au monde, le fonds norvégien, s'entoure d'analystes ESG lorsqu'ils visitent les entreprises dans lesquelles ils sont présents au capital par exemple. Larry Fink, qu'on ne présente plus, qui est président de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, écrit en 2018 dans sa lettre qui est destinée aux plus grands dirigeants, je cite « La société exige que les entreprises, cotées ou non, servent un objectif sociétal. Pour prospérer avec le temps, chaque entreprise doit non seulement délivrer des résultats financiers, mais aussi montrer en quoi elle apporte un impact positif à la société. » Et d'ailleurs en 2016, il écrivait déjà « Sur le long terme, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG, allant du changement climatique à la diversité en passant par l'efficacité du conseil, ont des impacts financiers réels, quantifiables. » On retrouve aussi la Banque Postale Asset Management qui a annoncé que fin 2020, la totalité de ses 222 milliards d'euros d'actifs serait basculée dans des investissements responsables.
Et ça va encore plus loin. En 2019, Natixis a mis en place un mécanisme qui permet d'alléger le coût des financements des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Ce qu'il faut que vous compreniez avec les différents points qui ont été évoqués précédemment, c'est simplement que l'impact il est réel, aussi bien sur la recherche de financement que sur l'optimisation des coûts de ce financement. Et donc on va avoir des entreprises qui elles ont un impact positif, qui vont se financer pour moins cher, et d'autres entreprises qui vont arriver avec des projets qui sont à forte émission par exemple, qui vont avoir beaucoup plus de mal à trouver des établissements financiers ou même des investisseurs particuliers pour les financer. Évidemment, il faut aussi des mesures gouvernementales pour soutenir ces actions-là, des mesures qui permettront d'imposer des règles, des classements, des normes pour justement y voir plus clair et que l'investisseur particulier fasse aveuglément confiance à ces critères ESG par exemple. Il faut par exemple clarifier les obligations de publication et de transparence, aussi bien concernant les... Il faut par exemple clarifier les obligations de publication et de transparence, aussi bien concernant les dirigeants de fonds d'investissement que les dirigeants d'entreprise. Mais ne paniquez pas si vous n'avez absolument aucune idée de ce que ce critère ESG signifie, eh bien on va l'expliquer. Et dans un même temps, je vais aussi vous expliquer comment trouver les notes qui ont été attribuées par le cabinet d'analyse Refinitiv à différentes entreprises depuis le site Zone Bourse qui justement a actualisé son onglet notation relative à chaque entreprise pour intégrer cette notation ESG. Vous l'aurez compris, le E se tient pour environnement et le critère environnemental, il intègre par exemple la prévention des risques environnementaux, la gestion des déchets, la gestion des ressources aussi, comme par exemple l'eau, l'énergie ou la gestion des matières premières. Vous allez aussi évidemment avoir tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Le critère social, lui, il est peut-être moins intuitif à comprendre, mais il a toute son importance. Il prend en compte par exemple la prévention des accidents au travail, la formation du personnel, le respect des droits des employés, l'égalité des chances dans le processus de recrutement, la parité homme-femme au sein de l'entreprise, etc., etc. Enfin, le critère de gouvernance traduit quant à lui la transparence concernant la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, l'organisation hiérarchique de l'entreprise, le pourcentage de femmes au poste de cadre et encore bien d'autres critères. En tout, par exemple, pour le cabinet d'analyse Refinitiv, ce sont plus de 500 critères qui sont pris en compte pour déterminer la note ESG. Maintenant, je voulais vous montrer quelques exemples de notes ESG qui ont justement été attribuées par ce cabinet d'analyse aux entreprises du CAC 40. J'ai compilé toutes ces données dans un fichier Excel que je vous montrerai juste après parce que avant, je vous l'avais promis, je veux vous montrer comment on retrouve ces notes-là en passant par le site Zone Bourse. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur Google, de taper Zone Bourse espace le nom de l'entreprise qui vous intéresse. Typiquement ici, on va prendre l'exemple de Airbus. Et puis ensuite, vous cliquez sur le site Zone Bourse et vous vous rendez dans l'onglet Notation. Dans cet onglet-là, vous descendez un petit peu et vous retrouvez alors le camembert avec le détail de la note qu'a attribué le cabinet Refinitiv à l'entreprise Airbus, avec ici par exemple une moyenne de C+. On se retrouve désormais sur le fichier Excel dont je vous parlais précédemment, dans lequel j'ai compilé les données ESG pour les 40 entreprises du CAC 40 et je les ai triées avec un simple trier Excel par note, tout simplement. Donc en premier, on va avoir ST Microelectronics par exemple à 92,94 pour une classe de A et en dernier, Essilor avec une note de 37,03 pour une classe C+. Et puis, n'oubliez pas, sur la droite, là, je vous ai mis l'évolution du cours sur 10 ans. Alors évidemment, cette évolution du cours ne prend pas en compte les versements de dividendes, mais au moins on a une idée de la performance de l'entreprise sur les marchés depuis 10 ans, avec la date de début de prise en compte. Faites attention, voilà, pour Worldline par exemple, qui a été introduit en bourse que plus tard, et donc on n'a pas la donnée sur 10 ans. Attention aussi, c'est possible que vous retrouviez par exemple ici un B- perdu entre les B+, et les B, alors qu'il devrait être justement sous les B, ici avec Thales, LVMH, Alstom, etc. Donc pourquoi Schneider est ici en B- entre les B+, et les B? Tout simplement parce que la classe n'est pas attribuée uniquement en fonction de la note. Il doit y avoir une pondération différente du détail. Donc par exemple les critères social, gouvernance, environnement, polémique doivent compter différemment pour l'attribution de cette classe-là. Alors c'est vrai que la note polémique, on en a très peu parlé et finalement il y a très peu de détails sur le site de Refinitiv concernant cette note-là.
et elle a l'air plus ou moins grossière, hein, parce qu'on a pas mal de notes qui sont à 100, d'autres qui sont à 90, 50, etc. Donc il semblerait que les facteurs qui soient pris en compte dans cette note polémique, il n'y a pas forcément une transparence, enfin la transparence pourrait être largement améliorée. Et puis on ne sait pas non plus comment elle est prise en compte dans la note. Là sur la droite, vous avez typiquement le détail qu'on retrouve sur le site de Refinitiv, et on ne retrouve pas cette note polémique détaillée non plus. Donc attention à la prise en compte de cette note-là, qui d'ailleurs, pour les valeurs bancaires par exemple, est à chaque fois catastrophique, hein. Si vous regardez BNP, vous avez ici 17,57, pour la Société Générale 15,79, pour le milieu de l'assurance AXA 8,18, etc. Donc pour le secteur financier, on voit que les notes polémiques sont relativement basses. D'ailleurs, vous l'aurez compris, il y a aussi un coup à jouer au niveau des cabinets d'analyse qui sont capables de mener ces missions de contrôle et ces missions de notation, d'évaluation de l'entreprise sur les critères ESG. Cependant, il y a encore énormément de chemin à faire. Aujourd'hui, il y a très peu de cabinets d'analyse qui sont capables de mener ces évaluations sur les critères ESG d'une entreprise. Il faut gagner en transparence tout simplement sur les facteurs qui sont pris en compte pour la notation, aussi sur la façon dont on obtient cette note globale et cette classe de A, A-, B+, etc. Ça nous amène aussi à nous poser des questions extrêmement intéressantes sur l'utilisation de cette note ESG. Est-ce qu'il faut comparer les notes ESG d'entreprises d'un même secteur ou d'entreprises d'un même pays? Eh bien, à mon avis, il faut dissocier le détail de ces notes-là. Typiquement, pour la note qui est attribuée sur le critère environnemental, eh bien, on va avoir tout intérêt à comparer entre elles les notes d'entreprises d'un même secteur, puisqu'il y a des industries qui sont bien plus polluantes que d'autres. Mais au contraire, sur les critères social et de gouvernance, eh bien, on va avoir tout intérêt à comparer entre elles des entreprises d'un même pays, parce qu'il y a vraiment tout cet aspect culturel qui rentre en compte. Et évidemment, on ne peut pas noter avec les mêmes facteurs et donner la même importance à ces facteurs-là une entreprise française, une entreprise australienne, américaine, indienne, asiatique, etc. Donc il faut revoir, il va falloir évoluer, voilà, de ce côté-là, aussi bien dans la transparence qu'il existe concernant la notation que dans l'utilisation de ces critères pour votre gestion, pour vos analyses fondamentales. Voilà les investisseurs sans cravate, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu, que vous avez appris plein de choses sur le critère ESG, aussi bien comment le trouver, de comment l'utiliser, comment appréhender ce critère-là dans votre analyse fondamentale et pourquoi pas l'ajouter à vos screeners. En tout cas, j'espère sincèrement que Zone Bourse va ajouter justement dans son screener la possibilité de rentrer le critère ESG qu'ils viennent d'ajouter à l'onglet notation. Il me tarde et puis uniquement l'avenir nous dira si finalement les entreprises qui ont eu les meilleures notes ou qui cumulent les meilleures notes auront les meilleures performances. En tout cas, je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end donc, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!